Donc effectivement, l'idée, c'est de voir comment le du PTI a évolué au cours des 20 dernières années, et ce qui donne l'opportunité de montrer tout ce qui a été fait en fait au niveau du Sérécaille et de la filière Marie, et de l'avancée majeure qui a été la labellisation des centres maladies rares. Alors si on regarde comment on traitait un PTI il y a une vingtaine d'années, il y avait il y a eu deux recommandations, en 96 dans Blood par les Américains, en 2003 dans le British par les Anglais. Et ces recommandations, qu'est-ce qu'elles nous disaient? Elles nous disaient que le seuil d'intervention, c'était 50 000 plaquettes, et qu'une fois qu'on avait donné des stéroïdes et des IGIV, que les malades étaient en échec, et ben, il fallait passer par la splénectomie, et qu'on réservait les immunosuppresseurs aux patients qui étaient en échec de splénectomie, ce qui conduisait à splénectomiser des malades après 6 ou 8 semaines qui étaient pas ce qu'on faisait en France, mais c'était quand même à l'époque les recommandations internationales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? J'ai identifié quatre éléments. Le premier élément, c'est une meilleure connaissance de l'épidémiologie, et on va voir que ça a une influence sur nos pratiques. Une meilleure connaissance de la physiopathologie avec le développement de nouvelles voies thérapeutiques, et c'est assez exceptionnel de voir comment on comprend maintenant le mécanisme du PTI par rapport à ce qui était il y a 20 ans, où il y a 20 ans, on nous expliquait que c'était un anticorps qui détruisait les plaquettes. L'élément aussi nouveau, c'est que le traitement du PTI, maintenant, il est finalement plus complexe, et le patient est un véritable partenaire dans la décision. Et puis, une chose dont on est encore relativement protégé en France, c'est la prise en compte du poids économique. On a finalement une chance unique en France de pouvoir prescrire à peu près ce qu'on veut. Il faut savoir que c'est une situation unique, et que quand on discute avec nos collègues anglo-saxons, allemands, américains, c'est pas du tout la même chose pour eux. Alors l'épidémiologie, j'ai pris une seule publication, mais qui est importante, une publication qui a été faite par le Sérécaille, qui a été pilotée par le site constitutif de Toulouse, par Guillaume Moulis, et ça montre comment l'étude de l'épidémiologie peut modifier nos pratiques. Donc ça, c'est une cohorte, la cohorte Carmen, qui a au début été développée dans le Midi-Pyrénées, et qui maintenant a étendu à toute la France, et la plupart des centres de référence et un certain nombre de centres de compétences participent, où on met dans une base de données des PTI nouvellement diagnostiqués. Ce qui permet de voir que, par exemple, quand on dit que le PTI c'est plus grave chez le vieux, ben, c'est pas si clair que ça. Et que par contre, quand on regarde le seuil d'intervention, on s'aperçoit que les accidents hémorragiques graves ils surviennent à moins de 20 000 plaquettes. Et donc, on va voir que le seuil d'intervention clairement a diminué. Il y a aussi un élément qui est important dans ce travail, c'est de montrer que finalement, entre les antiagrégants et les anticoagulants, qui est maintenant une situation fréquente, puisque le PTI, c'est une maladie du sujet âgé. La moyenne d'âge du diagnostic, c'est entre 50 et 60 ans maintenant. Et on voit que c'est embêtant d'avoir des anticoagulants, mais que finalement, les antiagrégants, c'est un petit peu moins grave, et qu'on peut probablement tolérer un chiffre de plaquettes de 30 000 chez un patient qui est sous antiagrégant. Donc ça, c'est typiquement le type de travaux collaboratifs qui permet de véritablement avancer dans la connaissance et de modifier la prise en charge des patients. Ensuite, en termes de traitement, sur la première décennie, c'est-à-dire entre 2000 et 2010, il y a eu deux innovations thérapeutiques majeures. C'est l'introduction des anti-CD20 et c'est les agonistes du récepteur ATP. Alors les agonistes, les anti-CD20, on a maintenant une foultitude de publications qui ont bien montré que ça marche, avec environ 60% de réponse, mais avec, comme vous le savez, malheureusement une réponse qui est souvent limitée dans le temps, et avec une réponse à 5 ans qui n'est que de 30%. 30%, c'est pas si mal, mais ça fait quand même 70% de rechute. Alors ça, c'est aussi le moyen de montrer combien le Sérécaille a apporté, puisque vous voyez, ça permet de faire des travaux collaboratifs, et cette cohorte prospective de 250 malades est unique dans le monde, et on est le pays qui a pu mettre le plus de patients dans un registre prospectif. Alors, comment faire pour améliorer ces résultats à long terme, puisque seulement 30% de réponse à 5 ans, on peut essayer de faire mieux. Le premier moyen, c'est de faire des traitements d'entretien. Et là encore, les travaux du Sérécaille ont permis de montrer que quand on retraite un patient par le rituximab dans un travail prospectif, eh bien à chaque fois qu'on refait le rituximab, ça marche. Et dans 50% des cas, on peut avoir une réponse un peu plus prolongée. Mais il y a une question sur la tolérance à long terme de cure répétée de rituximab chez des patients qui ont une pathologie qui est une pathologie clonale. Et l'autre
Action, c'est plutôt d'essayer de faire mieux. Et ça, c'est les travaux de la recherche translationnelle qui nous ont permis d'avancer. Les travaux qui ont été faits par Mathieu Maevas qui ont montré que finalement, pourquoi un patient qui a du rituximab va rechuter ou va répondre, eh bien, il a pu démontrer dans des travaux de recherche translationnelle en étudiant les rates de patients splénectomisés qu'il y avait une hyperexpression d'une cytokine qui est BAF et l'émergence de plasmocytes à longue durée de vie. Donc les travaux de Mathieu ont permis de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et donc ils ont débouché dans un deuxième temps sur une étude animale. Et sur un modèle de souris, il a montré que d'associer un anticorps anti-BAF à du rituximab, ça pouvait être efficace. Et après avoir montré chez la souris que ça pouvait être efficace, il est passé chez l'homme avec cette étude pilote qui a porté sur 15 malades où, en associant du belimumab à du rituximab, il démontre qu'après un an d'évolution, on a 12 patients sur 15 qui sont en réponse, dont 10 patients qui sont en réponse complète, ce qui fait 80% de réponse à un an, ce qui est clairement supérieur à ce qu'on obtient avec du rituximab le seul. Donc ça, c'est typiquement l'exemple d'un travail qui montre qu'en faisant de la recherche translationnelle, on peut répondre à des questions qui ont une application directe chez l'homme. Et un protocole coopératif multicentrique européen devrait prochainement commencer pour valider sur une large échelle ces études qui, sur une étude ouverte de 15 patients, donnent des résultats très encourageants. Alors, l'autre nouveauté thérapeutique entre 2000 et 2010, ça a été bien sûr l'arrivée des agonistes du récepteur de la TPO, avec d'abord le romiplostime, puis l'eltrombopag, en 2009 pour le romiplostime et en 2010 pour l'eltrombopag. Et on a maintenant des données extrêmement solides d'un traitement qui est passé dans la pratique médicale courante. Alors là encore, les travaux coopératifs du CERECAI ont permis d'avancer. Nous avons été les premiers, de manière collaborative et multicentrique, à montrer qu'en cas d'échec d'un agoniste du récepteur de la TPO, quand on switch et qu'on donne l'autre agoniste du récepteur, on obtient dans 50% des cas une réponse. Les travaux du CERECAI ont été également les premiers à montrer qu'on pouvait arrêter ces traitements avec des réponses soutenues dans le temps, réponses qui sont observées entre 20, 30, voire 50% des patients dans certaines études. Puis les associations de traitements, associer un agoniste du récepteur TPO avec d'autres traitements, c'est une option thérapeutique qui peut être intéressante. Et comme le montre le travail collaboratif du CERECAI, quand vous vous adressez à des patients qui sont multiréfractaires, c'est-à-dire qui sont en échec des deux agonistes, qui sont en échec du rituximab, qui sont en échec de la splénectomie, donc qui sont considérés comme multiréfractaires, eh bien, ce travail collaboratif a montré qu'en maintenant l'agoniste, qui pourtant était inefficace en monothérapie, et en l'associant avec un immunosuppresseur inefficace en monothérapie, on s'aperçoit que dans ce cas-là, on peut avoir des réponses qui s'observaient dans 70% des cas. Et un nouveau travail collaboratif du CERECAI confirme ces données sur un effectif de patients plus important. Enfin, les travaux du CERECAI ont à nouveau été leaders pour montrer que les agonistes du récepteur de la TPO peuvent être utiles dans des situations d'urgence vitale. Vous savez que dans une situation d'urgence vitale, quand on a un PTI qui a une hémorragie mettant en jeu le pronostic vital comme une hémorragie intracérébrale, le traitement repose sur ce qu'on appelle la totale thérapie, c'est-à-dire l'association des transfusions de plaquettes, des corticoïdes à forte dose et des immunoglobulines intraveineuses. Et malgré ça, il y a quand même des patients qui ne répondent pas. Et dans ce cas-là, l'administration d'agonistes du récepteur de la TPO d'emblée à forte dose, en utilisant par exemple 10 microgrammes kilo de romiplostine, ce travail du CERECAI a permis de montrer qu'on pouvait obtenir des réponses qui sont extrêmement fréquentes, puisqu'il y a 70% des malades qui répondent, alors qu'ils ne répondaient pas à la totale thérapie, mais avec probablement un risque de thrombose. Donc, si on prend la prise en charge du PTI en 96-2003, finalement, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 10 ans? Il s'est passé que le seuil d'intervention est passé de 50 000 à 30 000 plaquettes. Et vous voyez l'arrivée des agonistes, des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine et du rituximab, et qui en 2010 était en théorie réservé aux patients qui étaient en échec ou en contre-indication
de la splénectomie. Et cette splénectomie qui, dans les recommandations du début du millénaire, était faite entre 6 semaines et 3 mois après le diagnostic du PTI, vous voyez que les travaux internationaux, et en particulier la définition en 3 phases nouvellement diagnostiquées, PTI persistant et PTI chronique, proposée par Francesco Rodeguiero et un collectif d'experts internationaux, a changé la donne, puisqu'on avait à l'époque beaucoup insisté sur le fait qu'il ne fallait pas les splénectomiser des patients avant 1 an d'évolution, parce que pendant cette fameuse période de 1 an, les patients ont une chance de guérir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite entre 2010 et 2020? Il y a eu l'apport de la dexaméthasone. Alors, la dexaméthasone, le PTI, le traitement de première ligne, c'était la prednisone, et puis la dexaméthasone a été comparée à la prednisone, et plusieurs études randomisées ont montré que la dexaméthasone marchait un peu plus vite, un peu plus souvent, et de manière un peu plus brillante que la prednisone. Et donc, dans cette méta-analyse conduite par le groupe de Kelton, on voit très clairement qu'on a une réponse un petit peu plus rapide. C'est ce qui est en bas de la diapositive. Par contre, malheureusement, quand on regarde la réponse à long terme, il n'y a pas de différence entre la dexaméthasone et la prednisone, démontrant une fois de plus que les corticoïdes n'ont pas d'influence sur l'histoire naturelle du PTI. Alors, l'histoire n'est pas finie, et la question qui se pose maintenant avec la dexaméthasone, c'est est-ce que la dexaméthasone doit systématiquement remplacer la prednisone? Probablement oui, quand vous êtes dans une situation de semi-urgence, et vous savez qu'il existe une forte tension sur les immunoglobulines intraveineuses en ce moment, et donc une question, c'est qu'il faut peut-être tester la dexaméthasone plutôt que les IGIV chez les patients ayant des thrombopénies profondes hors urgence vitale, et un PHRC va être initié d'ici la fin de l'année pour comparer les immunoglobulines à la dexaméthasone. La deuxième nouveauté pendant cette deuxième décennie, c'est les immunosuppresseurs. Ça, c'est intéressant parce que les immunosuppresseurs, dans toutes les recommandations, pour une maladie considérée comme bénigne, c'est un médicament qui doit être réservé pour les patients qui sont en échec de tout, en échec du rétux, en échec des agonistes, en échec de la splénectomie. Et les Anglais, qui ne font jamais la même chose que le reste de la population internationale, eux, ils utilisent le mycophénolate mefétide pratiquement en deuxième ligne, après échec des corticoïdes. Et ils ont même conduit un essai prospectif randomisé, où ils ont comparé en traitement de première ligne les corticoïdes en standard of care avec le mycophénolate. Et en comparant les corticoïdes versus mycophénolate en première ligne, vous voyez que les patients qui sont sous mycophénolate, avec un traitement limité à quelques mois, après 1 an d'évolution, il y a pratiquement 80% de répondeurs. Donc la vraie question, c'est ne faut-il pas utiliser les immunosuppresseurs de manière beaucoup plus précoce dans le traitement d'un PTI? Le troisième élément qui a été notable au cours de cette deuxième décennie, c'est la mise en évidence des complications à long terme de la splénectomie. Ça, c'est très intéressant parce que la splénectomie, qui est un traitement qu'on utilise depuis plus d'1 siècle au cours du PTI, eh bien, quand on regarde la littérature sur les effets secondaires à long terme de la splénectomie, jusqu'à récemment, il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire que personne n'était capable de dire ce qui se passe quand on a été splénectomisé il y a plus de 10 ans. Une étude française menée par le CERECAI, une étude italienne menée par nos collègues, et en particulier le groupe de Francesco Rodeguiero, et des études de registre anglo-saxonne ont clairement démontré que les accidents infectieux de la splénectomie, ce n'est pas seulement les 2 ans qui suivent la splénectomie, quand on l'avait appris quand j'étais interne. Ce risque infectieux, il persiste pendant toute la vie, et surtout le risque de thrombose. Et quand on a été splénectomisé 10 ans plus tard, pour un PTI, on a 10% de probabilité de développer une thrombose veineuse ou une thrombose artérielle, et ce risque thrombotique dure toute la vie. Donc ça, plus ça, explique pourquoi les indications de la splénectomie sont en diminution drastique. Ça, c'est les chiffres anglo-saxons. Marc avait publié des données à peu près similaires sur les risques, sur le nombre de splénectomies réalisées en France. Donc si on reprend maintenant le traitement du PTI en 2010, donc, vous voyez, vous aviez les récepteurs de la TPO, vous aviez les immunosuppresseurs, vous aviez la splénectomie faite et le seuil d'intervention du PTI qui était à 30 000 plaquettes.
Alors maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé en 2021, eh bien, le seuil d'intervention maintenant, il est à 30 000. Et je pense probablement qu'avec les travaux qui ont été faits par Guillaume Moulis, on va être amené à diminuer encore notre seuil d'intervention à 20 000 plaquettes. Les agonistes du récepteur de la TPO et le rituximab sont maintenant très clairement passés avant la splénectomie. Et je pense qu'il n'y a pratiquement plus de malades qui vont être splénectomisés en France avant d'avoir été passés par la case Ritux plus ou moins TPO. Et puis, il y a la question des immunosuppresseurs. Pour les Anglais, l'immunosuppresseur, c'est le traitement de deuxième ligne. En France, ce n'est pas le traitement de deuxième ligne, mais je pense qu'il est raisonnable aujourd'hui de proposer un traitement immunosuppresseur chez un patient qui est en échec des agonistes du récepteur de la TPO et en échec du Ritux, avant de proposer une splénectomie, surtout quand on voit les études prospectives randomisées qui va être publiées par nos collègues anglo-saxons. Et puis, il y a la place de la dexaméthasone, qui maintenant prend de plus en plus d'essor en traitement de première ligne, et très certainement dans des situations d'urgence qui ne justifient pas les IGIV parce que le score hémorragique est inférieur à 8, je pense que la dexaméthasone a toute sa place. Alors, on s'aperçoit que finalement, traiter un PTI, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile maintenant parce qu'on a une disposition beaucoup plus de lignes thérapeutiques qu'avant, mais c'est paradoxalement plus compliqué. Parce que vous voyez qu'il y a plein de critères qui entrent en jeu et il n'y a pas un art de décision avec une seule voie qui doit être adaptée à tous les patients. Donc, le traitement du PTI, aujourd'hui, c'est un traitement qui doit être personnalisé. Et la nouveauté, c'est que le malade est très clairement maintenant un partenaire dans la décision. Et ça, c'est un travail très intéressant, un travail multicentrique européen, qui a montré que quand on regarde le vécu de la maladie par les malades et le vécu de la maladie par les médecins, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en bas de la slide, vous avez ce qui intéresse les patients, les médecins. Ce qui intéresse les médecins, c'est ce que le patient sait. Et en haut, vous avez ce qui intéresse les malades. Les malades, finalement, les saignements, ce n'est pas exactement ce qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est d'être fatigués, c'est d'être anxieux, c'est d'être éventuellement déprimés, et que l'altération de la qualité de vie des malades, ce n'est pas forcément les saignements. Et ça, je pense que c'est vraiment une problématique qui est très intéressante. Et donc, c'est vraiment un traitement personnalisé, et ça doit être une décision partagée entre le docteur et le médecin. Le dernier élément que je voulais aborder au cours de cette demi-heure, c'est les fantastiques progrès qui ont été faits dans la compréhension de la physiopathologie du PTI et avec une compréhension qui a une véritable implication maintenant dans la démarche et la prise en charge thérapeutique des patients. Donc là, vous voyez, c'est une diapo qui a été prise au regretté Roberto Stasi, qui était un collègue italien absolument exceptionnel, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et donc, vous voyez sur la gauche de la diapositive les plaquettes qui sont recouvertes d'anticorps qui vont être trappées par les cellules présentatrices d'antigènes. Il y a une digestion de l'antigène qui est représentée aux cellules T, la coopération entre les T et les B, et avec un rôle majeur du plasmocyte, et puis cette boucle immunologique maléfique, et nouvellement mis en évidence il y a une vingtaine d'années, le défaut de production médulaire qui est probablement lié à l'action des anticorps qui reconnaissent des épitopes qui sont exprimés de manière précoce au cours de la mégacardiopoïèse. Donc ça, c'est la physiopathologie du PTI avec plein de cibles possibles pour pouvoir développer des nouvelles voies thérapeutiques. Alors actuellement, les voies thérapeutiques qui sont le plus développées, c'est celles qui visent à bloquer finalement le Fc gamma, l'activation des voies de signalisation, donc un effet qui est un petit peu entre guillemets immunoglobuline-like. Avec, j'ai choisi de vous présenter deux molécules, les anti-SIC et les anti-FcRn. J'aurais pu en développer d'autres et on pourrait passer 3 heures à vous montrer les différentes voies thérapeutiques qui sont en cours de développement. Mais les anti-SIC, j'en parle parce que c'est un traitement qui est particulièrement excitant et qui va très probablement être commercialisé en France après l'été. Donc, SIC, c'est une tyrosine kinase qui est impliquée dans la transduction du signal, dans les voies de signalisation. Et on a maintenant une small molecule, un anti-SIC. Et cet anti-SIC, il est manifestement efficace puisque quand on donne un anti-SIC à un patient qui a un PTI, eh bien, vous voyez que quand vous prenez un patient qui n'a reçu que 2 lignes de traitement de PTI, que vous donnez un anti-SIC, vous avez 80% de probabilité que le malade augmente son chiffre de plaquettes à plus de 30 000. Alors, ces médicaments, ils sont déjà commercialisés aux États-Unis. Ils donnent de la diarrhée, ils donnent de l'hypertension artérielle.
On verra dans la vraie vie ce qu'il en est. Il faut qu'on s'approprie ce médicament. Mais voilà typiquement une molécule qui peut apporter beaucoup dans la prise en charge, aussi bien des anémies hémolytiques auto-immunes que du PTI. FcRn, c'est plus compliqué. FcRn, ça entraîne la recirculation des anticorps, et en particulier des immunoglobulines non pathogènes, mais également des anticorps pathogènes. Et donc, en bloquant FcRn avec un anticorps monoclonal, on peut diminuer la recirculation des anticorps et donc des anticorps pathogènes. Donc, c'est un petit peu également un effet immunoglobulin-like. Et là, il y a plusieurs molécules qui ont été développées, donc je ne ferai que vous présenter celle-ci, qui est le rosanolixizumab. Et donc, vous voyez sur la diapositive de gauche que quand on fait une injection subcutanée de ce médicament, avec un effet dose dépendant, et quand on utilise une dose de 20 mg, on observe une augmentation significative du nombre de plaquettes qui est observée en moins de 8 jours. Le problème, c'est qu'on diminue aussi la circulation des immunoglobulines naturelles, enfin non pathogènes, et ce qui est inquiétant, c'est quand on voit la slide de droite, on s'aperçoit qu'après une seule injection de ce médicament, de cet anti-FcRn, il y a quand même des patients qui se retrouvent avec 4 grammes de gamma-globulines. Donc je doute qu'on puisse utiliser ce médicament à long terme. Mais vous voyez sur cette diapositive qui est empruntée à Sylvain Audia, qui a fait une remarquable revue générale qui vient juste d'être publiée sur les différentes cibles d'action. Et là, ça donne quand même le vertige, parce que vous voyez qu'on peut agir sur le macrophage, comme je viens de vous montrer avec les anti-FcRn et les anti-Syk, mais il y a également les inhibiteurs de BTK par voie orale, avec des résultats préliminaires qui sont tout à fait intéressant, voire enthousiasmant. On peut jouer sur les B et les plasmocytes, et là, il y a toutes les voies qui visent à utiliser soit les inhibiteurs du protéasome, soit les anti-CD38, voire on peut moduler les T-helpers avec l'interleukine 2. Donc, je ne vais pas vous passer en revue toutes ces voies thérapeutiques possibles, mais ça montre que le champ d'investigation est sans fin et il y aura bientôt plus de protocoles que de malades. C'est-à-dire que la difficulté maintenant qui se pose à nous, c'est de sélectionner dans toutes ces études celles auxquelles on va pouvoir participer, car on est quand même dans une maladie orpheline, une maladie rare, et c'est compliqué de faire des essais multicentriques qui tiennent la route au plan méthodologique. La deuxième question qui se pose, et là c'est véritablement une problématique de choix, c'est est-ce qu'on veut guérir une maladie ou est-ce qu'on veut simplement traiter ses conséquences? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand on est interniste, immunologiste, rhumatologue, néphrologue, et qu'on est face à un patient qui a une maladie auto-immune, on a envie de lui donner un médicament pour faire un reset du système immunitaire et puis finalement débarrasser le patient de sa maladie auto-immune. Et puis c'est vrai que quand on traite un hypertendu, globalement, on donne un traitement antihypertenseur. Quand on traite un diabète de type 2, on donne des sulfamides hypoglycémiants et on ne va pas essayer de guérir le diabète ou l'hypertension artérielle. Et donc là, le choix qui s'offre à nous, c'est soit donner des traitements extrêmement ciblés. Or, la physiopathologie du PTI, elle est complexe. Donc, par exemple, quand on donne un agoniste du récepteur de la TPO, même s'il y a 20 ou 30% des patients qui vont avoir une réponse prolongée à l'arrêt du récepteur de la TPO, a priori, on part pour longtemps. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème de prendre un comprimé d'Eltrombopag tous les jours et avoir un chiffre de plaquettes à 100 000 et puis de prendre ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Peut-être que ce n'est pas un problème et peut-être que c'est une meilleure stratégie que de donner une association d'immunosuppresseurs pour essayer de guérir un PTI qui reste quand même une maladie bénigne dont la mortalité est moins de 2%. Donc c'est une véritable question et cette question, elle est très difficile, il est très difficile d'y répondre parce que le PTI, c'est une maladie hétérogène et vous allez avoir un patient qui va avoir 20 ou 30 000 plaquettes et qui ne saignera pas. Et lui, peut-être qu'il faut se contenter de lui donner un agoniste du récepteur. Un patient qui va avoir 5000 plaquettes et qui va avoir des hospitalisations itératives et qui là peut véritablement avoir une mise en jeu de son point de vue, c'est peut-être à lui qu'il faut donner des traitements un petit peu plus lourds. Donc nous, la démarche qu'on a choisie dans notre équipe, c'est plutôt de jouer sur les associations médicamenteuses et les travaux de Mathieu Maevas qui visent à associer le rituximab avec des anti-BAF en sont l'exemple le plus criant, mais cette association, elle n'est peut-être pas adaptée à tous les patients. Donc aujourd'hui, finalement, ce qui nous manque,
Et je dirais c'est le challenge principal qui se pose aux médecins qui s'intéressent au PTI. C'est quand on voit un PTI, c'est d'être capable au moment du diagnostic d'identifier le patient qui va avoir la mauvaise idée de développer un PTI chronique, et un PTI chronique avec des complications potentiellement graves. Et donc là, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de critères cliniques robustes qui nous permettent d'identifier les patients qui vont avoir la mauvaise idée de développer une maladie auto-immune sévère. Et on n'a pas non plus de marqueurs biologiques. Je pense que la solution, elle passera probablement par les marqueurs biologiques et elle passera par la poursuite de travaux de recherche translationnelle de haut niveau, ce qui est fait actuellement dans cette maladie. Et quand je vois le niveau de la recherche dans le PTI, quand j'ai commencé avec Philippe Bierling en 85, ce qui est fait maintenant, je trouve ça très impressionnant. Donc, je termine par mon raisonnement. D'abord, tout le réseau Cerecae. Bon, moi, je n'ai pas pris la parole tout à l'heure sur la DGOS. Je pense qu'on a une chance inouïe dans notre pays d'avoir eu la labellisation des centres de référence il y a 15 ans, parce que je vois l'input que ça a fait en recherche translationnelle en termes d'essais thérapeutiques, ça a été fabuleux. On râle souvent, à juste titre, sur l'incurie de nos tutelles, mais là, globalement, ils ont quand même fait fort et le réseau des centres de référence, il est vraiment unique dans le monde et vraiment, nos collègues étrangers nous envient cette organisation. Je remercie également toute l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler, Marc, Mathieu, Nicolas Lima, Stéphanie, Étienne, qui est notre ingénieur de recherche, Constance Guillot, et puis j'ai un spécial guest pour Claude-Agnès Reynaud et Jean-Claude Veil qui ont accueilli Mathieu Maevas quand il était un bébé chercheur. Et je pense que l'apport que nous a apporté l'équipe de Claude-Agnès Reynaud et Jean-Claude Veil a été vraiment inestimable. Et puis, j'ai vraiment un remerciement pour Philippe Bierling qui m'a appris le PTI, qui m'a appris vraiment l'immunohématologie. Et il ne faut jamais oublier d'où on vient. Je pense que si Philippe Bierling n'avait pas été là, cette carte de France avec les centres, elle se serait probablement faite, mais probablement beaucoup plus doucement. Je voulais aussi remercier les pédiatres, Nathalie Eladjidi et toute son équipe et toutes ses révences. Là, c'est vraiment un plaisir d'interagir avec vous. Et puis, tous les centres de compétences et les centres de référence aujourd'hui ont à la fois un versant pédiatrique, un versant adulte. Bien sûr, la filière Marie, ça, je crois que ça a été, on a une filière qui marche remarquablement bien et c'est grâce à vous tous, mais grâce à vous deux. Et puis, les associations de malades, parce que je trouve que l'apport des associations de malades, il est majeur. Et quand je vois l'interaction qu'on a avec eux aussitôt avec Serge Laborde, je ne sais pas si Serge est en ligne, mais c'est presque des liens d'amitié. Et c'est vraiment un plus majeur de pouvoir interagir avec eux et avec Philippe Ducrot et Anna Pété. Je vous remercie.